messieurs, bonjour. Je suis Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions. Et au nom de Delphine Ernotte, notre présidente, je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que nous sommes extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux ce matin et pour cet événement que nous avons voulu impulser à France Télévisions autour de toutes les notions de transition écologique et de sobriété énergétique. Alors, comme vous le savez, c'est un sujet naturellement pour lequel nous sommes tous concernés, mais nous le sommes à un titre encore plus particulier parce que nos activités, nos industries culturelles sont très énergivores et qu'on sait très bien que pour produire des films, des séries, des fictions, eh bien, il faut énormément éclairer, il faut amener beaucoup d'énergie et tout cela doit nous conduire à avoir un sens des responsabilités naturellement encore plus important compte tenu des évolutions que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on n'a naturellement pas attendu les premiers éléments tangibles et concrets de la crise climatique que nous traversons à travers évidemment tout ce que nous essayons de développer autour de la responsabilité sociale et environnementale à France Télévisions. Et j'en profite pour saluer le travail remarquable qui est accompli au sein de cette maison par Marianne Bernard et par Xavier Farrer, qui doivent être quelque part pas très très loin. Et ça nous permet de dire à toute notre affection, notre estime et notre admiration à Xavier Farrer, qui va nous quitter pour de très bons motifs, malheureusement pour nous, mais en tout cas lui dire, la remercier pour toute l'action qu'elle a menée au sein de France Télévisions. Alors, on a voulu concevoir cette journée pour essayer, autant que faire se peut, d'embrasser l'ensemble de la problématique, qui peut schématiquement se diviser en deux parties. La première partie, c'est comment est-ce que l'on peut produire de façon plus sobre d'un point de vue énergétique, et une deuxième partie qui est, mais comment à travers les œuvres que nous diffusons, que nous produisons, comment est-ce que l'on peut essayer d'introduire de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes et faire en sorte que l'ensemble de notre population qui nous regarde s'empare également de ces sujets. Comme vous le savez, la télévision demeure encore un média extraordinairement puissant et le service public au premier chef, puisque on sait qu'environ 80% des Français regardent un programme de l'audiovisuel public au moins une fois par semaine. Et donc, au regard de cette puissance qui nous confère naturellement une importante responsabilité, il faut aussi que l'on voit de quelle manière nos contenus peuvent susciter les bons comportements et les gestes appropriés. On n'invente rien en la matière. Nos amis américains, dans les années 50, avaient très bien compris que les industries culturelles pouvaient justement développer cette forme d'American Way of Life. Mais bon, nous, on n'essaye pas de vendre des jeans ou des cigarettes Marlboro, c'est plutôt les bons réflexes qu'on va essayer d'impulser. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir mener tous ensemble cette réflexion aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup de débats qui vont avoir lieu, beaucoup de gens qui vont parler, vont intervenir. J'en profite pour remercier infiniment Mélanie Taravant qui a bien voulu accepter d'animer toute cette journée et qui va pouvoir nous guider et nous conduire en la matière. Je remercie également beaucoup Karine Duquesnoy. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que Karine, qui était jusqu'à encore quelques heures la directrice adjointe de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, est devenue, par un décret du JO de dimanche dans la nuit, haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable. Je l'ai noté parce que je ne voulais pas patauger là-dessus. Donc, naturellement, pour nous, c'est très important que tu sois là.
d'abord au titre de tes responsabilités d'il y a encore quelques heures au sein du cabinet de la ministre, ce qui démontre en effet toute l'implication du ministère de la Culture et de sa ministre sur ces sujets. Et puis les nouvelles fonctions qui vont être les tiennes à compter d'aujourd'hui, eh ben, on est évidemment, nous, très fiers et très heureux que finalement, dans le cadre de ta prise de fonction, le premier acte qui va être le tien, ça va être justement d'assister à ce colloque. Je vous souhaite une très bonne journée et en précisant également, dernier point, parce que je vais finir par tout oublier, que nous clôturons cette journée ce soir par une projection du film de Pierre Jolivet, Les algues vertes, qui évidemment, dont je ne vais pas je ne vais pas divulgacher l'intrigue, mais vous avez en gros à peu près compris de quoi cela va parler. Vous êtes naturellement cordialement invités. Et pour nous, c'est aussi un très bon moyen de clôturer cette journée que de diffuser en avant-première une œuvre qui parle éminemment de ces sujets. Merci à tous et je donne la parole à Karine Duquesnoy. Merci, cher Christophe, et bonjour à tous. Donc, effectivement, l'actualité est bien faite. Je pense que dans le cadre du travail du journal officiel, nous avons essayé de nous caler sur l'actualité de France Télévisions, parce qu'il est effectivement tout à fait essentiel pour la ministre de la Culture de vraiment porter et montrer à tous les acteurs et à tout l'écosystème de la production et de la culture à quel point ces thématiques sont importantes pour elle. La question des questions environnementales était dans mes fonctions précédentes et deviennent maintenant complètement le cœur de mon travail. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Le point qui est important, c'est vraiment de se dire, et c'est tout à fait ce que montre aussi France Télévisions aujourd'hui, les questions de transition, ce sont aujourd'hui des défis et des enjeux et non pas des contraintes, mais d'en faire des opportunités et l'occasion de pouvoir partager et entraîner l'ensemble de nos concitoyens sur ces thématiques sans renoncer à nos fondamentaux, qu'il s'agisse de préserver les œuvres, qu'il s'agisse d'en créer de nouvelles, d'innover, d'avoir de l'invention, et c'est vraiment le champ de la culture en témoigne très régulièrement. Et ce que vous allez montrer aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité également de mobiliser les imaginaires, d'entraîner de l'invention, de la création, et c'est pour cela que le champ de la culture, qui ne représente pourtant que 2% des consommations de gaz à effet de serre, dont on peut se dire finalement, un jour un député européen m'a dit, mais moi ce qui compte c'est l'agriculture et l'industrie lourde. La culture finalement, me dit mais non, la culture c'est vraiment la force de transformer les imaginaires, la force de créer du mouvement et d'impulser et de permettre d'innover et d'inventer. Et c'est vraiment pour cela que même ces 2%, ils ont un impact sur nos concitoyens qui est colossal, et un impact d'autant plus dans un environnement comme celui de l'audiovisuel public, qui a une capacité de proposition qui est très forte. Au niveau du ministère de la Culture, les sujets que vous allez évoquer aujourd'hui sont des sujets que nous avons essayé de travailler et de structurer, d'ailleurs avec un certain nombre d'entre vous, pour proposer, alors feuille de route, transition de la culture, les termes ne sont pas toujours très aisés à trouver, mais essayer d'avoir au niveau du ministère de la Culture un engagement qui soit sur tous nos secteurs et si possible en croisant les expériences parce qu'elles sont nombreuses. Pour certaines, elles ont plus de 10 ans, plus de 15 ans. Pour d'autres, c'est de l'innovation toute récente. On pense aux lauréats d'Alternatives vertes qui ont proposé de nouvelles choses et qui sont également des solutions pour demain. Et donc cette conception que nous avons eue de feuille de route, c'est vraiment de la construire avec l'ensemble des acteurs et avec des angles de travail qui puissent être transversaux. Le premier axe de travail, c'est la question de la production. C'est un des sujets des tables rondes, même la première table ronde ce matin, mais qu'il s'agisse de production audiovisuelle, de spectacles vivants, d'expositions, on se rend compte finalement que les thématiques sont assez proches et nous a semblé extrêmement intéressant qu'il puisse y avoir ce travail croisé pour se nourrir et que finalement les bonnes idées des uns deviennent les bonnes idées des autres. Un second sujet que vous aborderez également aujourd'hui, les questions de la sobriété numérique. Donc c'est un enjeu, on sait que beaucoup de choses viennent de la fabrication, mais pour autant, essayer d'être innovant sur ces questions, c'est un point majeur.
troisième axe de travail, c'est la question de l'invention des patrimoines, des paysages, l'architecture de demain. Au niveau du ministère de la Culture, cette question, elle est évidemment cruciale, qu'il s'agisse des bâtiments, qu'il s'agisse de la durabilité des bâtiments, mais également de leur capacité à résister au temps, et puis peut-être de s'inspirer parfois de certaines formes de construction, d'usage, parfois du passé, qui démontrent aujourd'hui une grande actualité. Un quatrième chantier, les questions de préservation, donc des sujets qui, là encore, intéressent aussi l'audiovisuel public dans le champ de ce qu'est la conservation, les archives, les musées, comment on est en capacité de continuer à travailler et à conserver pour demain, pour les générations futures, tout en étant finalement les plus sobres et les plus efficients possibles. Et puis le dernier sujet, qui est sans doute la plus grosse consommation de la culture, la question des mobilités. On sait que si la culture aujourd'hui représente un pourcentage quand même non négligeable, c'est largement par la mobilité des publics. Alors, y compris dans le champ d'ailleurs de l'audiovisuel, puisque le public, alors peut-être pas celui qui va se déplacer jusqu'à son poste de télévision, mais celui qui va dans une salle de cinéma, celui qui va à un festival, et puis bien entendu tous les visiteurs étrangers. On sait que la motivation première d'un touriste qui se rend en France, c'est la culture. Donc nous n'allons pas faire les frais évidemment de cette attractivité, mais vraiment essayer de travailler pour pouvoir agir sur tous ces domaines. Donc la question de la sobriété, finalement, elle a été très vraiment prise à bras-le-corps par tout le secteur, puisque l'hiver dernier, lorsque les objectifs qui étaient posés étaient tout de même très contraignants, l'ensemble des secteurs ont montré qu'ils étaient capables de se mobiliser et d'atteindre des objectifs qui étaient fixés pour l'année suivante. Mais c'est un travail qui est vraiment un travail au long cours. Et cette question de transition écologique, elle est vraiment pour nous, voilà, sur tous ces angles, dont ceux que vous allez évoquer aujourd'hui, un chantier majeur pour la ministre et vraiment un chantier d'opportunité. Et je pense que quand on regarde les choses avec une vision positive et comme un défi et comme des enjeux qui sont également des opportunités économiques pour un certain nombre d'acteurs, je pense qu'on change complètement son logiciel et son curseur, et que c'est un point vraiment important. Et donc je suis ravie d'être avec vous et de pouvoir suivre une bonne partie des débats d'aujourd'hui. Et je nous souhaite à tous une très bonne journée et merci à France Télévisions au nom de la ministre pour cette organisation et cette mobilisation. Madame la Présidente, chères toutes et tous, tout d'abord merci à France Télévisions pour votre invitation. Et c'est avec un très grand plaisir et une évidence que nous sommes aujourd'hui à vos côtés pour partager quelques mots au nom du président Roch-Olivier Maistre et du Collège de l'Arcom. Nous tenons à féliciter France Télévisions, sa présidente et toutes ses équipes pour l'organisation de cette journée de la transition écologique. La journée a été visiblement utile, enrichissante, grâce à l'exposition des démarches déjà existantes, comme celle du label Éco-Production, et aussi par les différents débats organisés auxquels j'ai pu assister cet après-midi, par la diversité des engagements et des points de vue évoqués, par l'engagement des intervenants du secteur de la production audiovisuelle et les interventions des créateurs et des journalistes dans cette cause nationale et même mondiale. France Télévisions, en tant que média du service public, se doit d'être dynamique et d'entraîner l'ensemble du secteur. Cette journée démontre votre capacité à vous emparer des enjeux liés à la transition écologique et à mettre en œuvre concrètement des actions pour y faire face, en sensibilisant et informant les publics, mais aussi en changeant vos propres pratiques et modes de fonctionnement. Vous avez mis l'accent cet après-midi sur le rôle de la création, apte à toucher chacun dans une meilleure compréhension des défis présents et à venir, apte à imaginer, inventer d'autres mythes, d'autres manières de vivre, d'autres façons d'être au monde. Ce pouvoir de la création doit être encouragé dans toute sa diversité. De son côté, l'Arcom est aujourd'hui pleinement engagé, non seulement en interne pour accélérer la baisse de son impact environnemental, mais tout autant dans son rôle de régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Le suivi du contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions, comprenant des engagements significatifs dans les actions en faveur de la transition écologique,
et, dans une autre mesure, l'engagement volontaire en droit souple des diffuseurs privés constituent un premier socle des missions de l'Arcom. Nous tenons à féliciter le dialogue continu avec France Télévisions et l'ensemble des groupes audiovisuels français dans leur volonté d'intégrer pleinement les enjeux de la transition écologique. Depuis 2020, le législateur a confié à l'Arcom des nouvelles missions en matière environnementale sous 2 angles principaux. Le premier, c'est l'empreinte environnementale de la consommation de contenus audiovisuels. Selon l'étude de l'ARCEP en collaboration avec l'ADEME et l'Arcom, publiée en 2023, nous avons constaté qu'en 2020, le numérique représentait 2,5% de l'empreinte carbone nationale, et ce sont les terminaux qui sont à l'origine de la majeure partie de cet impact, pour 80%. Les centres de données représentaient quant à eux 16% et les réseaux 5%. À l'horizon 2030, si rien n'était fait pour réduire l'empreinte environnementale du numérique et que les usages continuaient de progresser au rythme actuel, le trafic des données serait multiplié par 6 et le nombre d'équipements serait supérieur de près de 65% en 2030 par rapport à 2020. Il en résulterait une augmentation de l'empreinte carbone de 45% entre 2020 et 2030. Et un risque non négligeable de raréfaction des ressources abiotiques et plus particulièrement de l'eau et des métaux rares. Heureusement, cette prospective inquiétante peut être infléchie de manière très significative. Pour relever le défi d'une sobriété des usages, le pouvoir politique a confié à l'Arcom, en collaboration avec l'ARCEP et l'ADEME, 3 sujets d'étude. Une étude pour mesurer l'impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels dans la globalité du cycle de vie des multiples composants nécessaires à son utilisation, terminaux, réseaux, centres de données, et selon 10 critères d'impact environnementaux et pas seulement l'empreinte carbone, et aussi en étudiant toutes les étapes des phases de fabrication, de distribution, d'utilisation jusqu'à la fin de vie des matériaux utilisés. Une autre étude établit des informations fiables sur l'impact environnemental des différents modes d'utilisation des services de médias audiovisuels afin que ces derniers se mobilisent pour les transmettre aux spectateurs. Une dernière étude est en cours pour élaborer un référentiel général d'éco-conception de services numériques. Ces études permettent d'affiner l'évaluation de l'impact environnemental du numérique dans sa globalité, de la fabrication jusqu'aux usages de chacun d'entre nous. Ces constats ont pour vocation à nous permettre d'agir. Pour agir efficacement de manière collective, chaque acteur de l'écosystème du numérique doit connaître les priorités d'action qui le concernent. Ces différentes études nous permettront collectivement de développer de nouvelles pratiques comportementales, organisationnelles et technologiques comme l'éco-conception dans la fabrication de téléviseurs, des ordinateurs, des smartphones, en allongeant leur durée d'usage, en les renouvelant moins souvent, en développant leur réparabilité, leur reconditionnement. À ce sujet, nous pouvons nous poser les questions des actions envisageables pour participer à cette évolution d'un marché sobre des terminaux. Il nous faut aussi comprendre l'impact de nos multiples usages de services numériques et les possibilités d'en amoindrir les effets néfastes sur l'environnement. Les médias audiovisuels, pour leurs services linéaires et non linéaires, et les services des acteurs du numérique étant légitimement les relais indispensables pour transmettre des informations fiables et pédagogiques pour chacun. Nous devons aussi réfléchir au développement de fonctions type éco par les services audiovisuels et numériques pour que les utilisateurs de contenus audiovisuels puissent choisir, sans surcharge informationnelle, des modalités d'usage plus sobres. Par exemple, essayons d'utiliser les réseaux fixes plutôt que mobiles dès que cela est possible et surtout lors des téléchargements. La création de référentiels solides scientifiquement permettra de suivre année après année l'évolution des politiques menées par les différents acteurs dans la transition écologique et d'adapter au fur et à mesure les critères
en fonction des avancées technologiques et les nouveaux usages. Nous invitons les médias à mobiliser leurs rédactions en lien avec leur comité éthique, les CHIPIP de la loi Bloch, pour sensibiliser et proposer aux citoyens des informations vérifiées, solides et compréhensibles, indispensables pour la confiance des citoyens dans leurs médias. Nous avons, comme vous le voyez, de multiples leviers pour accélérer la baisse de l'empreinte environnementale de nos usages numériques. C'est dans cette démarche volontariste, ambitieuse, à la mesure de chacun, que nous y parviendrons. L'Arcom se positionne dans une démarche engagée, mobilisatrice du droit souple, pour continuer à garder une forte cohésion sociale dans cette période de transition écologique qui demande à chacun une forte capacité d'adaptation et la création de nouveaux repères culturels. J'enchaînerai maintenant sur la deuxième mission de l'Arcom, l'intégration des enjeux écologiques dans les contenus audiovisuels, qu'ils soient publicitaires ou éditoriaux. À ce titre, l'Arcom est chargé de promouvoir les contrats climat depuis 2022. L'objectif principal de ces derniers est de réduire les publicités pour les produits les plus nocifs pour l'environnement et éviter l'éco-blanchiment. Cet enjeu couvre également les questions d'éco-production afin que les pratiques s'accordent aux messages véhiculés. Aujourd'hui, les contrats climat se concentrent sur l'industrie automobile et l'électroménager. Ils devraient prochainement être élargis à l'industrie de l'habillement et l'alimentaire. L'Arcom félicite encore une fois les médias audiovisuels et bien sûr France Télévisions, pourtant non assujettis à ce dispositif et qui se sont malgré tout engagés volontairement afin de porter les enjeux de la transition écologique sur leur cœur de métier, à savoir les contenus éditoriaux. Au niveau des rédactions, nous avons bien noté l'arrivée de la rubrique Météo-Climat, dont nous avons parlé cet après-midi, dans les journaux de France Télévisions, et la montée très forte en expertise des journalistes sur les questions environnementales. De manière complémentaire, il s'agit aussi d'insuffler de nouveaux regards sur notre présent ou d'inventer de nouveaux récits sur un futur désirable à travers des programmes de documentaires, de fiction, d'animation et d'opérations spéciales comme vous avez pu le proposer en automne dernier avec la soirée aux arbres citoyens. Les médias ont donc un rôle fondamental à jouer dans la transition écologique. Les programmes audiovisuels créent du lien social à grande échelle. À ce titre, ils influencent notre destin commun. Nous n'avons pas oublié, au niveau de l'Arcom, qu'il fallait aussi demander aux acteurs du numérique d'engager une démarche proactive dans cet effort collectif pour l'accélération de la transition écologique. L'arrivée du RSN, le règlement sur les services numériques, est une formidable opportunité pour les mobiliser. Ce règlement européen permettra à la société civile, aux chercheurs et aux associations de donner aux énormes data et en particulier aux données publicitaires des très grandes plateformes. Les enjeux environnementaux sont des risques systémiques pour la population européenne. À ce titre, l'Arcom pourra demander aux plateformes des engagements et contrôler aussi leur effectivité et leur efficacité pour qu'ils apportent des solutions technologiques pour réduire leur impact environnemental dans les data centers, vis-à-vis des services disponibles dans leurs magasins d'applications et à bien d'autres égards. Et aussi, nous leur demanderons de s'engager dans la diffusion de messages d'intérêt général sur ces questions. Nous sommes conscients de la nécessité d'un dialogue régulier, exigeant, éthique avec l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel et du numérique. Chacun doit être considéré dans la singularité de ses problématiques et doit être accompagné et encouragé à la mesure de ses propres défis à relever. Comme vous le constatez, l'Arcom est et restera à vos côtés, à votre écoute, pour créer une nouvelle sobriété numérique et réussir une transition écologique dont nous pourrons collectivement être fiers. Je vous remercie de votre écoute. Merci Bénédicte Lesage. J'invite Delphine Ernotte-Quincy à clôturer cette belle journée de débat sur les médias et le climat. Écoutez, merci à tous. Je voudrais, pour conclure cette journée, tout d'abord remercier
tous les intervenants qui se sont succédés sur cette scène du foyer de France Télévisions, qui ont donné de leur temps, de leur savoir pour que nous puissions travailler tous ensemble sur toute cette journée. Remercier aussi Mélanie Taravant pour son questionnement toujours plein de grâce et de professionnalisme. Donc c'est toujours un plaisir, Mélanie. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Bénédicte Lesage qui en tant que membre du collège, représente l'ARCOM. Je crois que Bénédicte l'a bien dit, mais en la matière, c'est vrai que la régulation est importante et l'entraînement qu'a l'ARCOM dans beaucoup de sujets, mais celui-là en particulier est très précieux. Et donc vous pouvez compter sur nous, évidemment, pour travailler avec vous sur toutes ces questions-là. Et puis évidemment, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée. Je voudrais remercier Christophe Tardieu, le secrétaire général du groupe, et Marianne Bernard et toutes ses équipes. Merci Marianne pour avoir organisé cette journée et être notre vigie sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres qui ont une grande importance chez nous. Donc merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai qu'en tant que média, on a une double responsabilité. La première, c'est que nous sommes le premier média audiovisuel en France. On touche 80% des gens toutes les semaines. Donc il y a 80% des Français qui regardent au moins un programme de France Télé par semaine. C'est assez considérable. Et ce poids-là, évidemment, nous oblige d'autant plus. On a le sentiment qu'en effet, on a un impact dans la vie quotidienne des gens et on essaie que cet impact soit le plus positif possible. On voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet hiver, on a eu tous craint à cause de la guerre en Ukraine et du gaz russe qui manquait, de souffrir de pénurie d'électricité. Et on s'était rapproché de RTE très vite pour essayer de sensibiliser, mettre en place tout ce qu'il fallait pour que ensemble on puisse passer l'hiver sans coupure d'énergie. Et j'espère que ça a eu un impact. En tout cas, je peux vous dire que ça a eu un impact dans la maison parce qu'on n'a jamais eu aussi froid. Il a fait... on a tous mis trois rangées de pulls. Le secrétaire général en premier d'ailleurs, qui aime la chaleur, n'a pas manqué de nous le dire. Mais bon, on a certes eu un hiver doux, mais ce type de mobilisation-là, c'est ce qu'on veut évidemment perpétrer tout au long de l'année et sur un nombre de sujets divers sur l'ensemble des ressources. Et puis on a une autre responsabilité en tant que média de service public, parce que évidemment tout ce qui touche à la culture scientifique, la lutte contre la désinformation, les faits qui viennent parfois contredire les émotions, tout ça dans tous nos genres d'ailleurs, c'est évidemment un credo qui est assez fondamental pour le service public et qui est définitivement le nôtre. Alors à partir de ça, 3 priorités se dessinent pour nous. La première, c'est de rassembler les Français sur l'urgence climatique. Ça n'est pas chose aisée. D'abord parce qu'il faut se dire qu'il y a encore des gens qui ne pensent pas que le réchauffement climatique va vraiment arriver, même si la météo quotidienne nous prouve tous les jours le contraire, mais il y a encore des gens qui doutent. Pour la petite histoire, je raconte ça n'a rien à voir avec le changement climatique, mais pour vraiment qu'on se rende compte des choses. Je discutais l'autre jour avec Claudie Aigneret, donc très célèbre astronaute française, qui me racontait que quand elle marche dans la rue aujourd'hui et que les gens la reconnaissent, ils l'arrêtent pour lui demander est-ce que vous êtes bien sûr que la Terre est ronde ? Bah oui. Voilà, donc c'est de là qu'on part. Donc il faut en avoir conscience. Donc on a ce double exercice qui peut sembler contradictoire, à la fois de continuer à alerter, et c'est une des fonctions, ce n'est pas la seule, mais du journal Météo Climat que vous avez mentionné, qui est de dire tous les jours, là on est 3 degrés au-dessus des normales de saison. Sur l'année, il y a eu 282 jours sur 320 qui sont avec une température au-dessus de la normale, d'alerter sur ces sujets-là et de prouver, parce que ça reste encore un combat.
même si ça peut sembler curieux, parce que dans cette salle, on est tous convaincus, eh bien, c'est pas le cas de l'ensemble de la population française. Donc, on a toujours ce travail à faire. Et quand je dis ça, en même temps, on sait que c'est le sujet numéro 1 pour pas mal de gens, pour la jeune génération en particulier, et que se développe un phénomène d'éco-anxiété qui fait qu'on ne peut pas laisser non plus les gens juste avec l'angoisse de ce qui va arriver demain, et qu'on doit être dans cet accompagnement à la transition que nous devons tous faire, qui doit d'ailleurs s'accélérer, pour être tout à fait honnête, vers un monde beaucoup moins consommateur de ressources de la planète. Donc c'est cette double contrainte, enfin ce double objectif-là qu'il faut que nous menions en parallèle. Alors, on l'a dit, ça passe par l'information. Il y a un gros travail qui est fait au sein de la rédaction et le journal Météo Climat est un des exemples. Ça passe par les fictions. Vous en avez beaucoup parlé lors de la dernière table ronde. Alors, Abyss, c'est quand même incroyable. C'est la réalité rejoint la fiction. Parce que Abyss, pour ceux qui n'ont pas encore vu Abyss, que vous pouvez regarder en intégralité sur France.tv, petite page de pub. Eh bien, c'est l'océan, les animaux marins qui se vengent de l'homme, de l'humanité. Eh bien, il n'y a pas longtemps, je crois que la semaine dernière, j'ai vu des baleines, ça s'était reporté sur un réseau social, qui attaquaient un bateau. Voilà. Donc, c'est pas si dystopique que ça, finalement. Ça fait peur un peu, mais voilà. Donc, par des fictions, pour là aussi prendre conscience et puis montrer aussi que voilà, l'intelligence collective, en tout cas, est le moyen, si ce n'est pas le seul moyen, de sortir les espèces de ce tourment dans lequel nous sommes rentrés. Et puis, je voudrais aussi citer les journaux régionaux. Nous avons la chance d'être présents partout en France, à commencer par Outre-mer. Or, on sait que dans ces pays-là, eh bien, souvent, arrive en plus fort, plus violent, ce qui se produit partout dans le pays. C'est vrai souvent des crises sociales, mais c'est vrai, et c'est malheureusement vrai, de la crise climatique. Et donc, comprendre comment, dans ces pays ultramarins très divers, de l'océan Indien au Pacifique, à l'Atlantique, on trouve des solutions bien sûr, pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique, eh bien, ça a un intérêt pour nous tous, d'où l'importance aussi de cet ancrage multilocal qu'a le groupe France Télévisions en France. La deuxième priorité, c'est bien sûr de mobiliser toute l'entreprise. Ça commence bien par ceux et celles qui fabriquent tous les programmes qui sont sur nos antennes, l'info bien sûr, mais aussi la direction des programmes. Donc ça a été dit, mais je le redis quand même, il y a une volonté très forte d'Alexandre Carra, le directeur de l'information du groupe, qui a déployé un plan de formation chez l'ensemble de ses journalistes, qui a créé une équipe qui est vraiment dédiée à ces questions-là. Parce que ce sont des questions complexes, c'est des questions qui méritent que des journalistes se spécialisent sur ces questions-là. Et puis plus largement, c'est le problème de l'ensemble des salariés du groupe qui doivent avoir une pleine conscience et une pleine connaissance surtout de la variété de ces enjeux. La troisième priorité, c'est de transformer nos pratiques. Là aussi, je crois que c'est comment est-ce qu'on transforme nos tournages. Nous avons, au-delà de la maison même et des salariés directs du groupe, un impact sur l'ensemble de la filière. Je rappelle que France Télévisions, c'est 55% des investissements dans la fiction en France. Donc autant dire que c'est quand même une énorme part de la fiction. Et on a besoin de travailler avec les producteurs, les scénaristes, avec l'ensemble de cette filière en bonne intelligence pour voir comment on arrive à réduire l'impact des tournages. Nous sommes dans EcoProd depuis le début, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est des choses simples. Je discutais avec Anne Holmes l'autre jour, la patronne des programmes du groupe, qui m'expliquait que sur un tournage, il y a à peu près 20% du coût énergétique qui est lié au transport. Et donc oui, il faut expliquer à telle ou telle star que non, elle ne va pas avoir une voiture particulière pour venir sur le tournage, mais pour des raisons évidentes, nous allons faire du covoiturage pour transporter les comédiens d'un point à un autre. Et bien croyez-moi, ça n'est pas simple, voilà. Mais c'est aussi des choses aussi
simple, j'allais dire aussi pragmatique que celle-là, qu'il faut qu'ensemble, on arrive à rendre chose commune, chose normale, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Puis on a une autre opportunité, c'est qu'on a eu le bonheur d'apprendre au moment de Cannes par les mots et le discours de la ministre que nous étions retenus sur le grand plan d'investissement pour les studios avec notre site de Vendargue. Vendargue qui est déjà, Olivier était là tout à l'heure, je l'ai vu, les deux Olivier sont là, mais Olivier Rollin, voilà, est déjà écoprod, mais c'est l'occasion en développant cette emprise pour accueillir des tournages plus largement que ceux que nous opérons déjà pour nos propres comptes, d'être un peu une vitrine de cette éco-production. Donc on va avoir à cœur, évidemment, de développer cet axe-là dans le cas du grand projet que nous avons pour Vendargue. Et puis j'ai bien noté ce que disait Bénédicte. Elle a raison. C'est vrai qu'il va falloir aussi que nous éduquions à la sobriété sur la consommation de terminaux en tout genre, évidemment les terminaux électroniques, les téléphones, les ordinateurs, les iPads, bien sûr, mais plus généralement tout ce qui est machine, à commencer par nous-mêmes, puisque nous avons tous un téléphone et que vous savez que les entreprises développent les terminaux à usage professionnel en plus du terminal à usage personnel. Bon, on se dit que 2 terminaux, c'est un de trop, c'est sûr. Donc voilà, il va falloir qu'on change complètement nos manières de raisonner. C'est parfois en contradiction avec la sécurité imposée par les entreprises, mais voilà, il faut qu'on fasse aussi cette révolution en interne sur la parcimonie en matière d'usage de terminaux numériques. Voilà ces quelques mots. Pour vous dire aussi que j'espère que cette première édition sera suivie d'autres rendez-vous. Et je vous propose de faire des rendez-vous réguliers. Cette maison, après tout, c'est France Télévisions, c'est le service public, elle appartient à tous, elle est ouverte à tous. Et je trouve ça bien que ça soit un lieu de débat, d'échange pour l'ensemble de la filière audiovisuelle, pour l'ensemble des médias audiovisuels. Et donc, écoutez, je vous donne rendez-vous, Marianne, tu vois, hein, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, pour qu'on puisse noter ensemble nos progrès, nos avancées, pour réduire fortement, très fortement, notre empreinte sur le monde et aider chacun, chacune à s'adapter à ce changement qui est déjà là. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention, de nous avoir suivis tout au long de la journée. On vous libère. Merci encore.